Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Antoine Redel, je suis coach et conférencier pour les entrepreneurs. Je les accompagne pour se créer un mindset et devenir inarrêtable. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une personne extraordinaire que j'apprécie beaucoup, c'est Nicolas Penn. Nicolas Penn qui aujourd'hui vit du web, est un infopreneur et il accompagne maintenant les personnes à vivre de leurs produits sur le web. Donc j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu. Déjà, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi surtout. Avec grand plaisir. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, donner un peu plus en détail ce que tu fais? Ouais, alors je m'appelle Nicolas, j'ai un accent qui chante, je sais pas, je chante pas très bien. Et donc au-delà de ça, plus sérieusement, ce que je fais, c'est en fait je suis libre grâce au web depuis 2011 de la formation en ligne. Donc j'ai fait la formation en ligne spécifiquement sur tout ce qui est lié à la psychologie, à la connaissance de soi. Et aujourd'hui, depuis quelques temps, j'enseigne justement aux personnes comment pouvoir utiliser la puissance d'Internet pour vivre de leurs connaissances. Moi, j'aime bien cette notion de vivre de ses connaissances, parce qu'on a tous des connaissances, un savoir, on a tous une richesse, pour moi c'est une richesse, et transformer cette richesse intérieure en richesse financière et en liberté. Parce que la liberté est importante. D'ailleurs, ton entreprise, ce que tu véhicules aujourd'hui s'appelle Business de la connaissance. C'est ça. Est-ce que ça a peut-être un rapport avec ce que dit Idriss Aberkan par rapport au fait quand on vend de la connaissance, les deux s'enrichissent parce qu'il y a une transaction financière, mais aussi un échange de connaissances et financier. Donc du coup, c'est pas une perte qu'un peut avoir. Alors, effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Idriss Aberkan, pas forcément toujours sur à peu près tout, mais de façon générale, c'est vraiment ça l'idée, c'est que ça va sur un univers, sur une dynamique ultra vertueuse. C'est-à-dire que moi j'apporte, j'enseigne et je reçois un retour financier de l'autre côté. Et ça c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, puisqu'on va le voir notamment avec ne serait-ce que les bouquins, l'écriture, c'est un transfert de savoir, de connaissances, et la civilisation a toujours eu besoin depuis la nuit des temps à ce transfert de savoir, de connaissances, d'apprentissage pour évoluer, mais vraiment dans tous les côtés de la vie, quoi. D'accord. C'est quoi qui te fait vibrer dans ce que tu fais? Apprendre, transmettre et voyager. Ok. Donc c'est laisser une trace en découvrant le monde, quoi. Ouais, laisser une trace, voyager. Alors moi, quand je parle de voyage, je parle voyage vraiment dans le sens vraiment global du terme. C'est-à-dire voyage aussi bien extérieur que intérieur. Et ouais, en fait, moi, c'est le savoir, la connaissance. Savoir et connaissance, d'ailleurs, on pourrait en reparler. C'est deux choses qui sont plus ou moins identiques tout en étant différentes. Mais déjà, je me nourris énormément quand j'apprends. J'adore apprendre. C'est un moteur d'énergie énorme. Et c'est même pas que j'adore transmettre, c'est que c'est un besoin. J'ai besoin de transmettre. Donc c'est ça qui est cool, quoi. Ok, c'est cool. Est-ce que tu as par exemple une technique d'apprentissage que tu pourrais partager rapidement? Parce que vu que tu es quelqu'un qui aime beaucoup apprendre de la connaissance, comment tu fais toi? Alors, tu sais qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé encore une formation qui expliquait les techniques d'apprentissage, mémotechnique. Alors, il y a plein de techniques, donc notamment le palais mental, peut-être que tu connais. Pas du tout. C'est bon, voilà, c'est des techniques, vous regarderez, vous chercherez sur internet, palais mental ou mnémotechnique, il y a des techniques comme ça qui... En fait, moi, c'est pas forcément ça qui va m'aider. Ça, c'est des techniques qui sont bien quand tu dois apprendre en apprentissage scolaire. Moi, je fais toujours un apprentissage selon l'envie, le besoin et le kiff du moment. C'est très émotionnel, en fait, mon rapport au savoir. Et à un moment donné, je vais avoir une curiosité intellectuelle sur tel ou tel sujet. Je vais aller chercher l'information. Et en allant chercher l'information, je m'enrichis de cette information-là. Et ça va m'aider dans ce domaine-là et dans d'autres. Et je fais souvent des liens entre des sujets que j'apprends et d'autres domaines. C'est pour ça notamment que tu vois parler beaucoup d'histoire dans mon activité, dans le business de la connaissance. Là, tu as touché quelque chose qui est très très important, c'est l'émotionnel. Parce que des fois, on a tendance à vouloir apprendre par nécessité ou par pression et du coup, on n'apprend pas aussi bien alors que... moi je dis tout le temps, il faut étudier les enfants, il faut voir comment est-ce qu'ils fonctionnent et souvent quand ils vont vouloir apprendre quelque chose et là où ils vont retenir le plus, c'est quand il y a l'émotionnel qui va jouer. Exactement. Et donc je te rejoins vraiment sur le fait que en fait tu vas apprendre ce que tu as envie d'apprendre sur le moment. Et j'imagine que tu te forces pas forcément à finir un livre, tu étais plus vraiment j'écoute mes émotions et j'apprends en fonction. Je culpabilisais avant parce que je finissais pas les bouquins comme tout le monde. Je me retrouve avec des piles de bouquins. Je me dis, oh putain, il faut que je lise. Ou tu sais, des bouquins que tu achètes, tu te dis, bon, il faudra que je lise un jour. Et finalement, j'en ai revendu quelques-uns. Comme ça, le problème était réglé. Et au-delà de ça,
Ouais, effectivement, je vais y aller. Mais en fait, mon apprentissage ne va pas forcément se faire de façon sous forme de procédure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, il y a un exemple tout con. C'est l'année dernière, donc j'étais au Chili, j'étais en train de discuter avec le père de ma compagne et on parlait de politique, de régime politique, tu vois, la démocratie, la monarchie, et plein d'autres, la dictature, et ainsi de suite. Et oligarchie, tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, c'est intéressant, est-ce qu'il existe un régime politique parfait? Est-ce que la démocratie est un régime politique parfait? Et donc j'ai commencé à chercher sur internet, taper liste des régimes politiques. Je suis arrivé sur une page Wikipédia et j'ai vu toutes les listes des différents régimes politiques. De là, je les ai regardés les uns après les autres. Je me suis dit, oh tiens, celui-là, c'est intéressant. J'ai vu notamment un régime qui m'avait vachement parlé, c'était le despotisme éclairé. Non, je connais pas du tout. C'est normal. C'est normal. Et c'était à l'époque du siècle des Lumières qui avait cette conception. Et j'ai regardé et du coup je vois, tu vois, donc je parle du siècle des Lumières, donc je regarde, je vois que c'est lié au siècle des Lumières, je vois comment ça a été fait, je me dis, oh putain, c'est intéressant. Et en fait, je vais d'une information à l'autre et je n'ai pas peur à un moment donné de me perdre. C'est-à-dire que j'y vais par l'enthousiasme, c'est-à-dire que les régimes politiques, moi je m'en fous dans mon business. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que je suis en train d'en parler là maintenant. Ouais. Donc, en fait, finalement, le savoir que je récupère à l'instant T donné va me servir d'une façon ou d'une autre. Soit moi, en termes culturels ou en termes de plaisir, ou pour m'appuyer sur telle ou telle autre chose. Et c'est comme ça, en fait, que j'apprends. D'accord. Ouais, ou juste pour nourrir ta curiosité. Ouais, je crois qu'on se ressemble beaucoup là-dessus. Moi, des fois, je me perds sur Wikipédia. Ouais. Tu sais, des fois, ils mettent des liens pour aller voir. Et moi, je suis comme toi. Par exemple, dès que je voyage, je vais tout le temps me renseigner sur l'histoire de la ville, sur ce qui s'est passé, etc. J'adore. C'est de la curiosité pure. Je cherche pas forcément à avoir une explication à ça, mais donc je te comprends vraiment parfaitement là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quoi un petit peu ton parcours, ton déclic? Mon parcours entrepreneurial, il est assez rigolo. Il est assez rigolo parce qu'en fait, je pourrais dire que j'ai commencé l'entrepreneuriat très jeune, entre guillemets. C'est que, je sais pas, j'ai toujours eu cette fibre de monétiser ce que je faisais. J'ai commencé à donner des cours de maths quand j'étais à la fac. Je me suis rendu compte, je devrais pas le dire, mais moi je le dis quand même, j'étais à la frontière de l'Espagne. C'est périmé depuis. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, en fait, il y avait un besoin parmi mes amis toulousains et que finalement, je pouvais répondre à mon besoin et faire une marge sur ça. Donc, quand tu es étudiant, c'est très utile. Je l'ai fait aussi quand étant étudiant. tu connais ça. Et il y a des trucs très drôles, comme par exemple, et j'ai plein d'anecdotes comme ça, d'histoires, de trucs, tu sais, très gentils. Ça a jamais été, j'ai jamais été sur des trucs un petit peu roublard ou autre. Mais un exemple concret, un jour, un après-midi, on a enregistré un album de musique avec des copains, mais juste pour le délire, et c'était le concept album débile de musique. Et donc j'avais pris toutes les musiques, je les avais retravaillées, je les avais gravées à l'époque avec CD, j'avais fait les jaquettes de CD, tout ça. Et on avait un pote qui bossait dans un magasin de skate, donc je lui avais dit, mais tiens, est-ce qu'on pourrait les vendre? Et donc il les avait mis et donc on s'était fait, c'était pas grand chose à l'époque, mais en fait tout ça pour dire que j'avais déjà ce truc là. D'accord. Et quand j'ai fini mes études d'ingénieur, on était avec un ami et puis on cherchait, on commençait à faire les demandes les demandes d'embauche, tu vois, les CV, tout ça. Et je lui dis, écoute, innocemment, c'était toujours très innocent ça. Si jamais on trouve pas de job, on pourrait essayer de commencer à proposer nos prestations pour développer des logiciels pour des boîtes. Tu vois, et je disais, bon, j'avais pas la notion à l'époque, j'avais 24-25 ans, j'étais vraiment très très loin de la notion de créer son entreprise, quelle structure, machin, tout ça. Je parle, c'était en 2004, quoi, 2004-2005. Et j'avais ça. Finalement, on a été embauchés, lui et moi, et j'ai toujours gardé ce truc-là. J'ai toujours gardé ce truc-là, et à un moment donné, dès que j'ai vu une opportunité qui me permettait de sortir du salariat pour devenir entrepreneur, eh bien je l'ai saisi. Et c'était en 2009-2010, je commençais à me poser des questions, et 2011, j'avais lu La semaine de 4 heures en 2009, je crois, un truc comme ça.
Et ça avait travaillé par rapport à tout ça. Je peux comprendre, ouais. Et puis j'ai vu qu'il y avait des gens en 2010, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui arrivaient à vivre de leur blog à l'époque. Et donc je me suis dit, tiens, t'as un blog, t'es un passionné de développement personnel, pourquoi pas le faire? Parce que c'est vrai que t'es d'abord passé par le blog. Hein, ouais, je suis passé par le blog. Ouais. Il y a un truc que t'as dit qui m'intéresse. Tu m'as dit, j'ai toujours senti. Au fond, tu sentais quoi en fait? C'est une bonne question. Tu peux le décrire? C'est une bonne question. C'est quoi? C'est une sorte de liberté? C'est un sentiment de... Tu sais, comme si on t'enfermait? C'est quoi en fait que t'avais en toi? C'est une très bonne question. Alors j'essaie de me reconnecter à cette sensation-là. C'est, moi je dirais un enthousiasme débordant. C'est genre... ça me, un peu comme si ça me mettait en énergie physiquement et comme si ça stimulait intellectuellement le mental quoi. Ok, donc en gros c'était vraiment une énergie intérieure qui devait sortir. Ouais, c'est ça. Ok, j'aime bien. Ouais. En gros c'est une grande créativité que t'avais en toi. Ouais, créativité, besoin d'exprimer. Ouais. Et la connaissance quoi, donner de la connaissance. Ouais. Et puis aussi, tu vois, c'est ça aussi que j'ai pas entre guillemets voulu voir peut-être aussi parce que culturellement c'est un petit peu délicat, mais j'aime faire du business. En fait, tu vois, c'est des choses où je m'autorisais pas à dire, mais j'aime faire du business, j'aime ça, j'aime l'entreprise, j'adore ça. Et je me rappelle même quand j'étais salarié, tu sais, je sais pas si tu connais le magazine Challenge. Oui. Qui est très orienté économie, entreprise, business. Ben, j'achetais ce magazine-là et j'écoutais BFM Business. D'accord. Alors que j'étais dans le domaine public, je bossais au CNRS. Ouais. Tu vois, ouais, t'as quand même cette envie de dire le business m'attire, je l'accepte pas, mais il m'attire. Ouais, ça, c'était, je sais pas, c'était naturel. Ça permet de rebondir sur un point, c'est un constat que je fais au fur et à mesure qui m'arrive aussi et que je suis en train de faire un changement par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent pas leur entreprise comme du business. Ouais. Tu sais, quand on entreprend dans sa passion, on se dit ouais, je fais ça, ben en même temps j'aide et je reçois de l'argent, etc. Mais je me rends compte qu'il faut vraiment piloter ça comme une entreprise. C'est une boîte. Alors moi je m'en suis rendu compte avec tout ce qui était TVA, compta, je me dis mais en fait c'est beaucoup plus, il faut le gérer quoi, tu vois. C'est pas juste j'ai des transactions, il faut que je me projette, il faut que je fasse des plannings, etc. Toi est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment aussi remarqué et que tu remarques aujourd'hui chez les entrepreneurs qui ont du mal à se déployer? Ouais, c'est un sujet qui est très, tu viens de pointer du doigt quelque chose qui est quand même, où il y a beaucoup de problématiques déjà sur la partie TVA et autres ou pilotage de société. On va parler plus de pilotage de société. Déjà il y a deux choses, c'est que effectivement toi tu es sur une structure et moi aussi sur des structures qui sont de type SAS, SARL ou autres, où finalement on se rend compte en fait que il n'y a pas que le fait de faire de l'argent pour pouvoir vivre de sa société. Et qu'il y a aussi quelque chose qui est que finalement l'entreprise en tant que telle, comment dire, c'est que c'est pas le chiffre d'affaires ou le bénéfice qui va être le plus important. C'est qu'il y a d'autres choses à côté qui vont permettre de pouvoir changer, de pouvoir booster, enfin le bénéfice, c'est quand même ce qui est le plus important. Mais on se rend compte qu'il y a d'autres choses à côté à prendre en considération. Des optimisations, des optimisations de structure, bref, beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais c'est vrai que surtout en plus, tout particulièrement en France, c'est très très présent. Et ça, pourquoi je parle de ça? Parce que avant d'avoir créé ma boîte, quand j'ai démarré, j'ai démarré sous le statut auto-entrepreneur. Et le statut auto-entrepreneur, en fait, il est très simple. Il faut faire du chiffre d'affaires. Il faut faire du chiffre d'affaires et puis après du bénéfice, de la marge. Donc là, déjà, c'est un statut qui est généralement un statut plus artisanal, j'ai envie de dire, sans forcément être dénigrant là-dessus, loin de là. C'est pour tester quelque chose sur l'artisanal. Ouais, ou même tu vois, il y a des personnes qui peuvent très bien vivre de statut auto-entreprise ou entreprise individuelle et tout ça, enfin très bien, mais qui peuvent en vivre suffisamment pour leurs propres besoins, mais c'est pas la même chose. Il n'y a pas cette notion de pilotage d'entreprise. Il n'y a même pas cette dissociation que l'on a nous entre la société et l'individu, là où les sociétés et l'individu. C'est pour ça que d'ailleurs en termes de pilotage, il y a aussi cette notion de parfois peut-être 1, 2, 3 sociétés et ainsi de suite. Donc ça déjà ce sont deux typologies d'entrepreneuriat pour moi différentes. Et la seconde pour moi, celle dans laquelle on est nous, c'est celle où on va parler vraiment de business en tant que tel. Mais si je parle juste d'entrepreneuriat pur, juste l'entrepreneuriat vie d'entreprise, là il y a un autre sujet aussi, c'est que
au-delà de ça, effectivement, il faut faire du chiffre d'affaires, il faut faire du bénéfice. Mais à un moment donné, c'est que tu as le rêve, l'envie, la passion et le matériel. Et souvent, on peut constater qu'il y a des profils d'entrepreneurs qui sont plutôt des créatifs ou des personnes qui sont dans la notion de contribution, ce qui est très bien et il faut l'avoir, mais qui a une nécessité de revenir sur le pratico-pratique, sur le matériel. Comment tu fais du pognon? Ok, comment tu fais de l'argent? Ça peut paraître vulgaire quand je dis comment tu fais du pognon, mais à un moment donné, tu veux manger, tu veux vivre, tu veux avoir un toit, tu veux assurer, il faut que tu fasses de l'argent. Et ça, tu dois en avoir conscience. Et parfois, je vois qu'on peut avoir que certains peuvent avoir un peu une façon de, on va dire, j'ai pas envie de dire, c'est pas une cuillère d'or dans la bouche, mais on est difficile quoi. On va être difficile comme un enfant, en se disant ah mais non je veux pas ça parce que ça me représente pas par rapport à ceci, cela, tout ça. Faut être aligné avec soi, faut être aligné avec ses valeurs, faut toujours avoir, je crois que c'est vertueux et moi c'est ce que j'enseigne, d'être aligné avec une mission et une contribution. Cependant, il faut garder en tête qu'à un moment donné, eh bien, il est nécessaire de se salir les mains. Pas dans le sens où on va aller du côté obscur de la force ou autre, mais il y a une nécessité à un moment donné. Ouais, il y a la partie vraiment business, quoi. Ouais. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est des choses que j'ai vécues aussi. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus présent dans les métiers où tu partages ta connaissance. Parce que on nous a pas appris, en fait, à vendre notre connaissance. Donc, on sort vraiment de nos paradigmes. Pour moi, c'est super important comme tu dis, de développer une vision en fonction de ses valeurs, de ce qui est important pour soi, de sa mission, et de construire cette vision sur du business. C'est ça. Et il n'y a pas de mal en fait à ça. Parce que plus je vais faire de la thune, si on peut parler vulgairement, et peut-être pour tiquer aussi un peu sur les gens, tu vois, mais c'est vraiment cette thune-là va me permettre d'aller vers ma vision et je vais pouvoir aider encore plus de monde, et en aidant plus de monde, eh bien, je pourrai en aider encore plus, et vraiment c'est un cercle vertueux qui peut se créer. Exactement. Et ça, il faut en prendre conscience. Exactement. Ouais, parce que c'est très très franco-français, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, parce que même on parle des États-Unis en disant ils sont très libres par rapport à l'argent et tout ça. Mais c'est clair qu'il y a des personnes qui ont des gros problèmes de rapport à l'argent aussi. Donc, comme on dit toujours, l'argent est un mauvais maître et un très bon esclave. Moi, j'aime faire de l'argent. Je fais de l'argent. Je veux faire encore plus d'argent parce que je sais au fond de moi que plus je ferai d'argent, plus je pourrai aider mon entourage, ma famille, plus je pourrai m'aider moi aussi. Et plus je m'aide moi, plus je peux contribuer. Et ma mission de vie, mon focus, c'est de pouvoir apporter au grand nombre. Là, tu viens de donner un message, peut-être inconsciemment, mais qui est extrêmement important, c'est que tu as d'abord parlé de ton perso, puis après du pro. Et ça, c'est super important parce que le jour où on va partir de cette terre, on va pas penser à « putain, j'aurais dû rester plus longtemps au bureau, j'aurais dû faire plus de chiffres d'affaires ». Non, c'est voici ce que j'ai accompli dans ma vie personnelle, les gens proches que j'ai pu impacter. Et après, il faut réaliser que ça, on le crée grâce au pro. Donc, je dois penser croissance. Si je veux la croissance dans ma famille, il faut que je pense croissance dans ma vie professionnelle. Donc ça, c'est très important aussi. C'est quels sont mes rêves, mes ambitions personnelles. Et derrière, ok, je veux vivre ça. Comment est-ce que je peux le nourrir avec mon projet professionnel, entrepreneurial? Ouais, tout à fait. Alors, on a un petit peu dévié, mais c'était quand même très très intéressant. Du coup, Nicolas, si admettons tu avais une baguette magique et que tu pourrais remonter, je sais pas, 5 ans en arrière, est-ce que tu changerais quelque chose? En gros, ça veut dire, est-ce que je laisserais galérer le pauvre Nicolas qui aurait besoin d'aide à 5 ans en arrière? La sagesse voudrait que je dise que finalement, en fait, ça serait bien de le laisser vivre ce qu'il a à vivre pour justement amener à ce qu'il est, ce qu'il devient aujourd'hui et ce qu'il sera demain. Donc, non. Non. C'est la question de piège. Je pense que, très honnêtement, que j'y réfléchirai 2 fois parce que, comme tout le monde, il y a des choses qui ont été vraiment dures à franchir. Et en même temps, peut-être parce que justement, je les ai franchies de façon difficile, c'est ça qui a renforcé aussi ce que je suis aujourd'hui. Dans mon accompagnement, je fais une partie là-dessus, vraiment d'aller fouiller dans le passé les éléments les plus difficiles dans divers
sphères de notre vie pour prendre conscience que ça nous a amené à être qui on est aujourd'hui. Ouais, super, ça. Que si on a nos forces, c'est grâce à cet événement-là. Et comme ça, on peut se mettre à remercier son passé. Et franchement, moi, j'ai eu une période très difficile aujourd'hui, mais merci, quoi. Parce que si je l'avais pas vécu, j'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais même peut-être jamais eu ce déclic-là. Donc, il y a une force dans toute chose qu'on vit. Et alors, c'est facile, tu vois, d'en parler quand c'est dans le passé. Mais même au moment présent, ça fait changer les choses. Parce que quand on vit un moment difficile, on se dit, attends, en quoi ça peut m'aider? En quoi ça peut me faire grandir? Comment je peux changer mon business? Et c'est pas évident, hein, parce que quand tu es pris dans le tourbillon émotionnel, c'est chaud. Hein. C'est chaud d'avoir cette prise de recul-là. Hein. Même si on a les outils et tout ça, c'est... Et du coup, toi, en général, tu fais comment pour en sortir? Alors déjà, j'ai beaucoup plus confiance en moi, en la vie, aux choses. Bon là, on pourrait aller plus sur le côté de la spiritualité, mais j'ai vraiment cette croyance que finalement, en fait, j'ai envie de dire, je peux pas le dire comme ça parce que ça peut pas forcément être bien compris, mais tout est juste, tout a un sens. Et même si c'est difficile, c'est ce que je me dis. Et voilà, donc du coup j'essaie de vraiment prendre du recul là-dessus. D'accord. Tant que je peux. De temps en temps il y a le stress, la peur qui reprend le dessus, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait humain. On n'est pas parfait en humain. Ouais, et heureusement justement, et ça c'est bien. Et voilà, ouais. Donc, moi ce que j'aime bien me dire, tu sais, on met toujours le mot problème, j'ai un problème en ce moment. Alors même c'est moi qui je le sais, c'est un mot qui sort tout de suite, tu vois. Mais j'aime bien remplacer le mot problème par le mot star, je sais pas si tu connais. Non, star, en fait, c'est situation temporaire à résoudre. Ah. Et d'un coup, émotionnellement, ça nous décharge. Parce que c'est une situation temporaire. Et quand on a un problème, on se dit, ouais, non, mais là, c'est foutu. Ma boîte, elle va couler. Et puis, du coup, je vais être à la rue. Et on part vraiment, mais dans des chemins incroyables. Et c'est intéressant parce que l'autre jour, je me suis fait une réflexion là-dessus, justement, sur les problèmes. Et j'ai commencé, tu vois, c'est bien ce que tu me dis là parce que ça me dit, il faut que j'installe un petit peu plus cette croyance aidante-là. C'est que, pareil, sémantiquement parlant, moi j'aime beaucoup les mots, beaucoup la sémantique. Je disais, je pensais aux problèmes aussi. Problème, pareil. Et en fait, ça c'est très perso, mais moi quand j'étais collégien, j'adorais les problèmes en maths. Je kiffais ça. Alors c'est pour ça que je dis c'est très personnel, mais j'adorais résoudre des problèmes en maths. Et en fait, tu vois, d'avoir cet état d'esprit de dire, mais en fait, c'est un problème, c'est génial, je vais m'éclater à résoudre le problème. C'est ça. Et donc ouais, effectivement, trouver l'astuce qui va faire finalement, c'est ça revient. Tu sais, j'ai interviewé pour mon podcast Nathalie Ramos qui parlait de stoïcisme. Et sur le stoïcisme, ça revient à ça, cette notion que finalement, en fait, c'est pas forcément ce que tu vis en tant que tel, mais ce qu'on voit d'ailleurs dans le développement personnel, mais c'est plus la perception que l'on va faire des choses. Ouais. Tout n'est que question de perception de toute façon, en fonction de nos paradigmes, notre façon de penser, etc. Et ça change tout, et c'est vrai que ce que tu dis là, c'est exactement ça. Ouais, et en fait c'est doublement puissant, parce que déjà c'est une situation temporaire, donc émotionnellement ça nous allège. Par contre il y a le à résoudre après, et ça c'est très important parce que ça renvoie à notre responsabilité. C'est ok, j'ai pris conscience que j'ai ce problème là, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour le résoudre? Et j'aime bien le après aussi, parce que du coup ça te met pas un vite stress, il faut que je fasse de suite. Et ça aussi ça permet de laisser un petit peu du temps, de dire c'est bon, j'ai ce problème, j'ai le temps de le résoudre. Ouais, il faut prendre le temps. Moi, les plus gros sauts quantiques que j'ai fait, c'est j'ai une période de stress, je dis ok, je l'ai comprise. Maintenant, pendant quelques jours, je ne fais rien, mais vraiment rien. Je pense pas à mon business, enfin, j'essaie de pas trop y penser. Je me décharge par la montagne ou autre. Hein. Ah, c'est difficile, hein. Mais après, dès qu'on revient, on est beaucoup plus centré, on s'est reconnecté à soi et derrière, on est beaucoup plus productif. C'est pour ça que je sais pas si tu médites, mais la méditation, souvent on se dit mais j'ai pas le temps. C'est pas une perte de temps. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, non, mais la méditation. En fait, c'est intéressant parce que la méditation, c'est pas une perte de temps. En fait, la méditation, c'est du temps pour soi. À quel moment on prend du temps pour soi? Je veux dire, si quelqu'un dit j'ai pas le temps, mais en fait, t'as pas de temps pour toi. À réfléchir. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Surtout moi ça me fait penser parce qu'en ce moment c'est vraiment le feu, donc c'est vrai que souvent on va prendre le pro. C'est vrai que des fois on est à fond et tout ça quoi. Mais après je pense, tu vois, c'est un peu le parcours de l'entrepreneur. L'entrepreneur il doit des fois être dans le challenge.
Parce que c'est du risque un petit peu, il y a du challenge, etc. Donc je pense que ça nourrit aussi l'entrepreneur. Je sais pas ce que toi t'en penses. Alors ça dépend, moi je dirais que ça dépend vraiment des profils. Il y a certaines personnes qui sont un peu plus cool, tu vois. Je pense que toi comme moi, on aime repousser nos limites, on aime passer des steps. À un moment donné, tu vois, j'avais ma comptable qui disait, je présentais la situation, elle me disait, bon ben là, en fait, tu as deux solutions ici. C'est soit tu réduis ton chiffre d'affaires, tu réduis ou tu restes là, ou soit tu fais un gap plus fort dessus. C'était le jour où elle m'a dit ça, je me suis dit, non mais en fait, pour moi c'était inconcevable de rester à ce step-là. Il fallait que tu passes confortable. Au gap au-dessus, quoi. Je ne pouvais pas. Ouais. Mais ça, c'est moi, Nicolas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient préféré garder ce confort-là et de ne pas prendre le risque du stress qui va au gap d'après et en même temps aller sur ça. Donc, je pense que c'est vraiment propre à chacun. D'accord. C'est vraiment propre à chacun. Il y a plusieurs voies entrepreneuriales. Plusieurs façons de faire. J'en vois certains qui mettent un temps très très long pour avancer sur leur activité et ils peuvent se le permettre et ça leur va très bien. Moi je vois, tu vois, par exemple, il y a des entrepreneurs, je dis, il leur faut 1 an pour faire un truc. Moi dans ma tête, putain, mais si c'est pas fait le mois d'après, je pète un plomb, quoi. Je comprends. Ouais, donc il y a vraiment des profils différents. Ouais. Mais c'est juste pour eux comme c'est juste pour moi. Ouais. Et je serais malheureux si je mettais 1 an et eux ils seraient malheureux s'ils mettaient 1 mois. Ouais. Donc d'accord. c'est plus ça. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, faut accepter en fait son mode de fonctionnement et pas se comparer aux autres. Parce que si je suis entouré d'autres entrepreneurs qui vont tout le temps très vite, moi je peux me sentir frustré alors que c'est tout à fait normal pour moi. Ouais. Et en même temps, c'est instinctif de se comparer parce qu'on a toujours besoin de points de référence. Ouais. Donc, on est des animaux sociaux. Et on se réfère à des individus. Exactement. Donc c'est arrivé comme tu dis, à calmer, à pas se comparer aux autres. Dire voilà, j'avance à mon rythme. Puis de toute façon, tu compares toujours avec une équation qui n'est pas complète. Parce que tu vas te comparer à un tel parce qu'il fait plus de chiffre d'affaires que toi. Mais quand tu regardes, tu te rends compte que la personne, peut-être, elle est entrepreneur depuis 10 ans ou elle a des compétences en vente que toi, tu n'as pas. En fait, on cherche à comparer l'incomparable. Ouais. J'ai un pote qui me disait, c'était très juste, Antoine Pétavin, que tu connais probablement, qui disait un truc très très juste. Il disait, ok, tu te compares à quelqu'un ou tu as envie, alors on a bien plus sur l'envie, tu as envie tel ou tel entrepreneur, de façon générale, pose-toi la question, ou posez-vous la question de savoir, est-ce que vous envierez la vie de cet entrepreneur, mais c'est pas juste prendre les résultats, c'est prendre le tout, quoi. Moi, quand j'en vois certains, c'est sûr que effectivement, les chiffres d'affaires sont plus élevés que les miens. On en trouvera toujours. Mais par contre, je leur laisse. Je comprends. Garde-le. Là, tu mets en lumière quelque chose qui est très important, c'est le processus plutôt que le résultat. Quand on met en place un plan d'action, il vaut mieux penser processus que résultat. Parce que c'est le processus qui va faire notre bonheur, pas le résultat. Complètement. Je sais pas si tu as lu le livre Le Guerrier Pacifique. Non, j'ai jamais lu. Je te le conseille, mais vraiment, c'est le plus beau livre initiatique que j'ai pu lire. Ah ouais? Et t'as vu le film? Non. Non plus. En fait, c'est un maître qui va initier, je vais le dire très clairement, un jeune con qui prend pas conscience de plein de choses et donc il va le pousser à découvrir la vie, etc. C'est une histoire fabuleuse qui est une histoire vraie en plus. Il raconte une période de sa vie. C'est dans les années 70 à San Francisco. Et à un moment, ce maître, il lui apprend plein de choses, etc. Et le jeune est très très impatient, tu sais, il veut tout de suite, il est vraiment là-dessus. Et à un moment, le maître il dit, ok, maintenant t'es prêt, je vais t'amener à un endroit. Tu vas voir, c'est fabuleux. Tu vas découvrir quelque chose d'énorme. Et par contre, c'est au sommet de cette montagne. Et on va y aller à pied. Et il faisait très chaud ce jour-là. Donc, l'effort pour y aller était difficile. Mais il était tellement enthousiaste d'arriver en haut et de découvrir ce que c'était qu'il a adoré cette randonnée. Puis il arrive en haut et il regarde le maître et dit, mais t'as rien? Il dit, bah si. Il me dit, mais alors il s'énerve très souvent le jeune, il se dit, mais putain, tu fais chier, c'était super dur à monter, là je transpire et tout, tu m'avais promis un truc, il me dit quoi, c'est ce caillou? Et en tapant dedans, et le maître il dit, oui, peut-être. Et alors du coup, il prend le caillou et il le jette parce qu'il s'énerve et tout, et t'as le maître qui le regarde et qui sourit. Et là, comme il a déjà fait un petit parcours, le jeune il dit, ah ok.
Non, non, attends, non, avant ça, le maître il lui dit mais tu te rends compte de l'état dans lequel tu es alors qu'il y a quelques minutes tu étais tellement heureux. Et là le jeune a pris conscience qu'en fait le bonheur c'est pas la destination, c'est le chemin. Et pour moi c'est très important de penser process avant de penser résultat. Complètement. Parce que si le process est juste bon, aligné à soi, il y aura forcément des résultats. Ouais, complètement. Et si je me focalise sur le résultat, je peux avoir peur. Parce que mon système de fonctionnement est fait, marche pas à la pression ou au gain, tu vois. Enfin, faut vraiment, pour moi, l'entrepreneur doit vraiment penser processus et non résultat. Ouais, tout à fait. Et si on en vient au processus, c'est très très juste ce que tu dis. Je connaissais pas. Il faudrait que je regarde. Et en fait, effectivement, et sur le processus, ce qu'on oublie aussi, c'est tout l'à côté. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout le process, apprécier le process, mais aussi, j'ai envie de dire, on n'est pas là, de façon un peu vulgaire, on n'est pas là pour un chier, quoi. Donc, quand on bosse sur notre activité entrepreneuriale ou autre, c'est déjà choisir des choses qui nous mettent en énergie. Accepter aussi des fois, tu vois ce que je disais, de mettre les mains dans la boue, que des fois, ça va prendre un peu plus de temps, ça va demander un peu plus d'énergie, va falloir faire des choses qui vont pas forcément être cool, pas forcément être agréables. Il y a un mot qui fait très peur à tout le monde et qui va te faire dresser les cheveux sur la tête, c'est le mot comptabilité. De quoi? Le mot comptabilité. Ah oui, d'accord. Donc voilà, il y a des choses à accepter comme ça. Mais au-delà de ça, effectivement, et puis moi je crois aussi que de plus en plus, c'est que sur le chemin, il y a tout le truc autour, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le process, mais à un moment donné, quand je dis on n'est pas là pour un chier de façon vulgaire, c'est un peu ça aussi, c'est ok, c'est quoi tes horaires du matin, c'est quoi tes horaires de soir, c'est quoi que tu fais dans ta vie, pourquoi tu le fais, quel est l'impact que ça a sur ton entourage, est-ce que tu es prêt à accepter cet impact-là, si oui, qu'est-ce que tu fais, sinon qu'est-ce que tu fais, et je crois qu'il y a des choix de vie, tu vois, par exemple, moi il y a un choix que j'ai mis là, et j'ai rogné à un moment, à une époque de ma vie, j'ai rogné là-dessus et je l'ai regretté, mais il y avait un choix que j'avais mis au départ, c'est que moi je m'étais dit, le week-end c'est sacré. Et j'étais un des rares entrepreneurs, j'ai voyé, il y en avait certains, ils bossaient 7 jours sur 7. Et moi je disais non, le week-end non. Alors au début c'était jusqu'au samedi midi, et puis après, des fois le samedi je bossais un peu, des fois un peu le dimanche. Et il y a une période où j'ai commencé à lâcher un peu là-dessus. Et là aujourd'hui, sauf cas particulier, c'est hors de question. Et même j'ai même poussé le truc plus loin aujourd'hui, depuis quelques mois. C'est j'ai pris un petit peu la philosophie du fameux Shabbat du samedi. Sauf que je l'ai mis, alors c'est pas de façon religieuse que je fais ça, mais c'est plus de façon en fait parce que je trouve ça génial cette idée-là du Shabbat, d'avoir un jour qui est dédié à repos. Et en fait moi je l'adapte à mon mode de fonctionnement sur cette idée-là, c'est que le samedi je veille à ne pas penser, à ne pas travailler, à ne pas faire des choses en relation au boulot. D'accord. Mais je fais l'effort, parce que c'est un effort, même de ne pas y penser. C'est un effort conscient en fait. C'est un effort conscient. D'accord. Et c'est pas évident, parce que quand tu es entrepreneur, que tu es passionné de ton truc, même si le week-end, tu vois, par exemple les week-ends où quand je partais en vacances ou autre, et je dis quand je partais, je dis au passé, mais c'est encore présent, c'est quand même, ça marche aussi au présent, je peux pas empêcher de passer au boulot. Parce que ça me plaît, parce que ça m'éclate. Mais là, je me force à... Je coupe. D'accord. Je coupe mentalement. C'est important ce que tu dis. Moi aussi, j'ai une phase, à un moment, je bossais tout le temps. Moi, j'ai hey, respecte-toi. Ouais. La vie, c'est quand même la vie, donc c'est le perso. Prends-toi des moments pour toi et pour les gens que tu aimes, etc. Moi, il faudrait au moins, en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est indispensable de prendre au moins un jour de repos. Ouais. Et tu vois, dans mon cas, c'est même 2 jours, entre guillemets, puisque tu as un jour où c'est repos, c'est coupure totale. Et le dimanche, je vais penser au boulot et tout ça, mais je vais pas travailler. C'est-à-dire que je m'autorise de penser, je m'autorise de lire des livres qui sont orientés business ou autre. Par contre, le samedi, non. Parce que tu vois, ça pourrait être facile. Je vais pas bosser aujourd'hui, mais je vais lire un livre business, je vais lire un livre entrepreneuriat, une histoire impressionnante. Non. Non, c'est d'accord, c'est vraiment 0-0. Ouais. Okay. C'est la coupure totale. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous partager un moment qui a été difficile pour toi
et qui t'a vraiment transformé et comment t'as fait pour t'en sortir? Est-ce que ça t'a porté derrière aussi? Ouais, mais c'est pour ça que mon mois d'il y a 5 ans, j'ai eu une période qui a été très difficile, très difficile, ouais. Sur le plan perso, j'ai eu une séparation avec ma compagne avec qui j'étais 7 ans. Tout le monde a des séparations, on le vit tous. Sauf que ça s'est accompagné avec mon père qui était très malade, qui de l'accompagner en fin de vie sur quelques mois, puis le décès de mon père, puis des difficultés financières, puis histoire de couronner le tout, je me suis fait une petite fracture au niveau de la main, quoi. En fait, tu sais, cette espèce de truc où t'as tout en fait qui t'arrive. Et en fait, tout s'est accumulé. Et pendant cette période-là, je continuais, j'enchaînais, je faisais des vidéos, des machins, des ceci, des cela. Et je revois les vidéos aujourd'hui de cette période-là, et ça se voyait au niveau de mon regard que j'étais malheureux, que c'était difficile et tout ça. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus, quoi. J'ai lâché. Et ce moment de coupure, en fait, il y a vraiment eu un avant et après. D'accord. Il y a eu un véritable avant et après. Comme un phénix, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est vraiment ça. Il a fallu que je coupe avec quelque chose pour me connecter à quelque chose de nouveau. Ça, cette période-là, c'était fin 2015, début 2016. J'avais fait une conf d'ailleurs pour la journée de l'audace en Corse. D'accord. Et ouais, ça a été une période qui m'a changé. Donc en fait, je comprends maintenant ce que tu dis par rapport à l'importance de prendre du temps pour soi. Ouais. Parce que ça t'a donné énormément de clarté, ça a transformé ta vie en fait. Ouais. De vraiment te dire, ok, là c'est chaud, je souffle, et après je me remets à la tâche, quoi. Ouais, et puis aussi au-delà de ça, toutes ces épreuves de vie m'ont fait prendre conscience d'autres choses. Donc d'autres situations. On va dire que entre l'avant et après, mes priorités ont changé. Mes priorités ont complètement changé. Ouais, t'as remis à jour tes priorités, d'accord. Peut-être plus perso, j'imagine. Ça s'est plus fait tout seul. D'accord. Mais plus remettre, plus avoir du sens, plus courir. Je crois que, je sais pas trop, mais j'étais un peu en mode, développer l'activité, tout ça. Et puis aussi peut-être un peu de recherche de reconnaissance, d'appréciation. Ok. Et à un moment donné, j'avais plus rien à foutre en fait de ça. Ah, et là, ça fait du bien, quoi. D'accord. Très bien. Et pas que. Ok. Dernière question. Imagine cette vidéo là, cette interview, c'est une capsule temporelle. Ok. Je sais pas, on va dire dans 10 ans. Ouais, dans 10 ans, on va se fixer dans 10 ans. T'as des enfants et qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? C'est une bonne question. On me l'a posé en interview et je savais pas quoi répondre et je la trouve super intéressante cette question. Elle est géniale cette question. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais Tu vois, comme ça je parle histoire de combler le blanc. Et dans ta tête, il faut que je trouve une réponse, quoi. C'est quoi la réponse? Qu'est-ce que je dirais à mes enfants, genre là dans 10 ans? Écoutez, vous voyez, vous avez papa là. Celui que vous voyez aujourd'hui, il est différent, et en même temps, celui que vous voyez 10 ans auparavant, c'est lui qui a permis de créer celui qui va aujourd'hui. Parce que j'imagine qu'entre-temps, en fait, j'ai évolué, j'ai changé, je suis pas tout à fait pareil, j'ai perdu un peu mes cheveux. Bon, ça c'est fini déjà. Et ouais, donc c'est difficile en fait, ouais. Je trouve ça difficile. En fait, tu sais ce qui est très drôle sur cette question-là? C'est quoi? C'est là, je fais mon auto-psychanalyse. D'accord. C'est que, en fait, je me rends compte que finalement, mon moi de 10 ans va être plus sage que mon moi d'aujourd'hui. Donc, que mon moi dans 10 ans dira des choses plus sages que ce que je dis aujourd'hui. Dans le sens où plus on apprend, plus on évolue et plus on aide. Et je leur dirais, prenez ce qu'il y a à apprendre sur cette interview-là et surtout, faites votre chemin et n'écoutez pas papa s'il vous dit de faire ça, ça ou ça. Peut-être que des fois, il a envie que vous alliez dans telle ou telle direction, mais c'est son envie à lui, c'est pas votre envie à vous. Donc, soyez libre de choisir votre propre chemin. Donc, voilà. C'est très juste ce que tu dis. Et tu dirais quoi au Nico dans 10 ans alors? Fous-leur la paix, quoi. Donc, qu'est-ce que je lui dirais au Nico de 10 ans? Je lui dirais que je suis content. Que je suis content aujourd'hui, que
que ce que je vis aujourd'hui, c'est je suis heureux, qu'on a tous des challenges, on a tous des difficultés. J'en ai comme tout le monde aujourd'hui. Et que malgré ça, malgré ces challenges de vie, je suis heureux. Vraiment aujourd'hui, je suis heureux. Tu vois, je suis dans une période de vie où je peux le dire. D'accord. Je me sens vraiment heureux, vraiment épanoui. Et je dis pas parce qu'il faut le dire à la caméra ou quoi que ce soit. C'est un ressenti. C'est un vrai ressenti de fond. Je me sens bien. Et j'espère que mon moi dans 10 ans n'a pas oublié ça, quelle que soit la situation de vie. Voilà. D'accord. Excellent. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, un dernier conseil à donner aux entrepreneurs, quelque niveau que ce soit? Reconnectez-vous à ce qui vous donne de l'énergie. Moi, je dirais ça. C'est que le feu sacré, on parle du feu sacré, c'est ce qui nous donne de l'énergie. C'est souvent c'est ce qui est juste. C'est là où il y a vraiment ce qui fait sens pour nous. Et donc ouais, de se reconnecter à ça et de travailler autour de ça. Excellent. Écoute, je te remercie pour cette interview. Mais merci à toi. C'était vraiment génial. De belles pépites. Ouais. C'est très intéressant. Ouais, franchement, très intéressant. Il y a de quoi noter. Si vous pouvez revoir cette interview, parce que franchement, en prenant un cahier, vous notez tout ce qui a été dit, parce qu'il y a vraiment des pépites que Nicolas nous a partagées. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Avec grand plaisir. Je crois que c'est ma plus longue interview jusqu'à maintenant. Je me suis dit, on va arrêter parce que ma caméra va s'éteindre sinon. on va puiser toute la batterie, mais franchement, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager. Donc, c'est soit cette vidéo, ça sera aussi en format podcast. Donc, n'hésitez pas à le partager avec des gens avec qui vous pensez que ça peut les aider, leur apporter de la valeur. Et laissez 5 étoiles et un commentaire sur le podcast. Ouais, je pense ça aussi, il faut le dire, c'est important. Et sur YouTube aussi. Il faut l'aider. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on partage tout ça. Il faut l'aider pour qu'il puisse vous aider. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver si tu as un lien Ouais, mais écoute, en parlant de podcast, le podcast Business de la connaissance, voilà, où je m'amuse beaucoup. Et après, nicolapen.fr, comme ça, vous verrez mes deux univers, l'univers business et l'univers plus connaissance de soi. Ok. D'ailleurs, ce sont vraiment des très bons podcasts. Moi, je les écoute pendant que je fais mon sport. Souvent, c'est ta voix et la voix de tes invités que j'entends quand je fais mes séances. C'est cool. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Et non, il fait vraiment des très bonnes interviews, des très bons podcasts que je recommande vraiment beaucoup. Parfois, je les partage sur ma story. Quand il y en a vraiment un qui m'a touché, je pense notamment à celui de Aguilar. Aguilar, j'ai eu énormément de retours sur. Super. Il nous a livré des pépites de fou. Ouais, complètement. Ouais. Et donc, je mettrai ton site et le lien vers ton podcast dans la description. Super cool. Super. Et ben à très bientôt. Et comme je dis à chacune de mes vidéos, n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao. Exactement.